Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle venait de sauver du mépris de sa propre famille était en réalité l'un des milliardaires les plus puissants de France. Elle pensait accomplir un simple acte de gentillesse, mais elle venait de mettre le pied dans un jeu dangereux où des millions d'euros étaient en jeu, un jeu orchestré par l'homme lui-même depuis son lit d'hôpital. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Le bruit métallique de 2 pièces, d'1 euro, heurtant la table de chevet en formica, le tira de sa torpeur. Victor ouvrit lentement les yeux, clignant face à la lumière crue du néon au plafond. L'odeur d'antiseptique et de solitude flottait dans l'air, un parfum familier des hôpitaux publics. Sa tête était lourde, bandée, et chaque muscle de son corps semblait protester. Il joua son rôle à la perfection, regardant autour de lui avec une confusion vide, comme un homme qui ne reconnaissait ni le lieu, ni les visages qui le dévisageaient avec impatience. Ces visages appartenaient à sa sœur, Amélie, et à son mari, Jean-Pierre. Amélie portait un tailleur Chanel d'un blanc immaculé, qui semblait crier son mépris pour la propreté douteuse de la chambre. Jean-Pierre, à ses côtés, ajustait nerveusement sa montre de luxe, son regard balayant la pièce, comme s'il craignait d'attraper une maladie rien qu'en respirant l'air. « Te voilà enfin réveillé, frérot !» lança Amélie d'une voix mielleuse qui ne trompait personne. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, qui brillaient d'une lueur froide et calculatrice. Les médecins disent que tu as perdu la mémoire. Une amnésie totale après ton accident de voiture. Quelle terrible tragédie. Jean-Pierre hocha la tête avec une compassion exagérée. Nous sommes si inquiets pour toi, Victor, vraiment. Mais nous ne pouvons pas rester longtemps, nous avons un gala de charité ce soir. Tu comprends? Il s'agit de maintenir notre image, de lever des fonds pour les moins chanceux. Victor les fixa sans un mot, son visage une toile blanche d'incompréhension. C'est alors que Jean-Pierre désigna les 2 pièces qu'il venait de jeter sur la table. « Tiens, c'est pour t'acheter un café à la machine. On repassera quand on aura un moment. » L'humiliation était aussi palpable que le froid du métal des pièces. Il ne le voyait plus comme un homme, mais comme un fardeau, un problème à gérer avec le minimum d'effort. Avant de partir, Amélie sortit son téléphone dernier cri. « Faisons une petite photo, chérie, » dit-elle à son mari en se penchant près du lit de Victor. Elle composa une expression de tristesse profonde, une larme semblant presque perler au coin de son œil, et prit un selfie où l'on voyait son visage angoissé au premier plan, avec la silhouette floue de son frère inconscient en arrière-plan. Quelques secondes plus tard, une notification vibra sur le téléphone que Victor avait réussi à cacher sous son oreiller. Il n'avait pas besoin de regarder pour savoir ce que la légende de la photo dirait sur Instagram. Moment si difficile, auprès de mon frère adoré après son terrible accident. La famille, c'est tout ce qui compte. Tristesse fâche famille. Avant tout, ils se détournèrent et Ishinaana quittèrent la chambre, leur parfum coûteux laissant une traînée arrogante dans le couloir. Victor attendit que le son de leurs pas s'éteigne, puis il ferma les yeux. Un sourire glacial, presque invisible, se dessina sur ses lèvres. Le piège était en place, et les rats commençaient déjà à grignoter l'appât. Quelques minutes plus tard, une jeune femme entra doucement dans la chambre. C'était Chloé, une aide-soignante. Son uniforme était un peu usé, des cernes marquaient ses yeux fatigués, mais son regard était doux et plein d'une chaleur sincère. Elle remarqua immédiatement les 2 pièces qui brillaient sur la table de chevet. Un éclair de colère et de tristesse traversa son visage. Sans un mot, elle prit les pièces, ouvrit le tiroir de la table et les y déposa, comme pour cacher une honte qui n'était pas la sienne. Elle se tourna ensuite vers Victor,
qui la regardait avec ses yeux faussement perdus. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Chloé. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. » Elle lui arrangea son oreiller et lui tendit un verre d'eau avec une paille. « Votre famille est partie ?» demanda-t-elle doucement. Victor hocha simplement la tête. Chloé soupira. « Ne vous en faites pas. Parfois, les gens sont maladroits. Ils ne savent pas comment réagir. » Elle lui sourit, un sourire authentique qui contrastait violemment avec les grimaces de sa famille. Pendant les 3 jours qui suivirent, Chloé fut sa seule ancre dans ce monde de confusion simulée. Elle était la seule à lui parler, pas comme à un patient amnésique, mais comme à un être humain. Elle lui racontait des bribes de sa vie pour combler le silence, lui parlant de son fils de 8 ans, Léo, qui souffrait d'asthme, et de son combat quotidien pour payer les factures et les médicaments coûteux avec son modeste salaire. Elle ne se plaignait jamais, elle ne faisait que constater, avec une dignité qui força l'admiration de Victor. Il l'écoutait, enregistrant chaque détail, chaque sacrifice, chaque inquiétude. Il voyait une force tranquille, une bonté pure que l'argent ne pourrait jamais acheter. Le 4e jour, Amélie et Jean-Pierre revinrent, cette fois accompagnés d'un homme en costume strict, une mallette en cuir à la main. Leur patience était clairement à bout. « Victor, » commença Amélie sans préambule, « voici Maître Duval, notre avocat. Écoute, avec ton état, tu ne peux plus gérer tes affaires. C'est trop compliqué pour toi. Nous avons préparé une procuration. C'est un document qui nous autorise, Jean-Pierre et moi, à prendre des décisions pour toi, pour te protéger. Il suffit de signer ici. » L'avocat sortit un stylo et un document épais, le posant sur la tablette du lit. Victor recula, ses yeux s'écarquillant dans une imitation parfaite de la peur panique. Il secoua la tête, refusant de toucher le stylo. Chloé, qui apportait un plateau repas, s'arrêta dans le couloir, juste derrière la porte entr'ouverte. Elle ne voulait pas écouter, mais la voix basse et pressante de Jean-Pierre l'alerta. Il murmurait à l'avocat « Dépêchez-vous, bon sang. S'il ne signe pas, on ne pourra jamais prendre le contrôle du conseil d'administration. Il faut le faire déclarer inapte au plus vite, avant que quelqu'un ne se rende compte de quelque chose. » Chloé sentit d'un frisson glacial parcourir son dos. Elle pensait assister à une simple dispute familiale, à de la cupidité ordinaire. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme silencieux dans ce lit d'hôpital n'était pas la victime qu'il paraissait être. Il était le chasseur, et sa famille venait de tomber, tête la première dans son piège parfaitement élaboré. Le cœur de Chloé se glaça dans sa poitrine. Les mots de Jean-Pierre, chuchotés avec une avidité venimeuse, résonnaient dans le couloir silencieux de l'hôpital. Prendre le contrôle du conseil d'administration. Ce n'était donc pas une simple question d'argent de poche ou de gestion des biens d'un parent malade. C'était un coup d'état financier, une tentative de voler un empire à un homme qu'il croyait brisé et sans défense. Elle recula doucement, le plateau repas tremblant entre ses mains. Elle devait faire comme si elle n'avait rien entendu. Poussant la porte avec son coude, elle entra dans la chambre avec un sourire forcé. « Voilà votre déjeuner, monsieur Victor, » dit-elle d'une voix qu'elle espérait neutre. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Amélie lui lança un regard noir, agacé par l'interruption. Jean-Pierre et l'avocat se turent instantanément, leurs visages se refermant comme des pièges. Chloé posa le plateau sur la tablette, évitant le regard de Victor, craignant que ses propres yeux ne la trahissent. « Nous reviendrons plus tard, Victor, » déclara Amélie, sa voix redevenue faussement douce. « Repose-toi bien, pense à ce que nous t'avons dit. C'est pour ton bien. » Ils partirent tous les trois, laissant derrière eux une atmosphère empoisonnée. Une fois seule avec lui, Chloé n'osa pas parler. Elle se contenta de redresser ses couvertures, le silence pesant entre eux. Victor, de son côté, continuait de jouer son rôle d'amnésique terrifié. Mais à l'intérieur, une rage froide se cristallisait. Il avait entendu le murmure de Jean-Pierre, lui aussi. Son plan fonctionnait encore mieux qu'il ne l'avait espéré. Ils étaient si arrogants,
si sûrs de leur impunité qu'ils ne prenaient même plus la peine de se cacher. Il regarda Chloé, cette jeune femme qui lui montrait une gentillesse désintéressée, et sa détermination se renforça. Il ne se battait plus seulement pour lui-même, mais aussi pour prouver que des gens comme elle méritaient un monde plus juste. Les jours suivants furent un véritable enfer psychologique. Amélie et Jean-Pierre changèrent de tactique. Puisqu'il refusait de signer, ils décidèrent de l'isoler, de le briser. Ils donnèrent des instructions strictes au personnel de l'hôpital, prétextant des risques de confusion mentale aggravés. Plus de visites, sauf les leurs. Plus de télévision. Ils confisquèrent même le vieux journal que Chloé lui avait apporté. Ils venaient chaque jour, non plus avec des documents, mais avec des paroles cruelles, conçues pour le miner. Tu te souviens de papa. Il disait toujours que tu finirais seul. Il avait raison, lui lança un jour Amélie, en consultant ses notifications Instagram sur son téléphone. Jean-Pierre ajoutait sa propre touche de venin. Tu sais, tes actions en bourse chutent depuis ton accident. Sans une main ferme pour diriger, tout ce que tu as construit va s'effondrer. Tu es en train de tout ruiner, même dans ton état végétatif. Il lui décrivait en détail leur dîner dans les restaurants étoilés de Paris, leur week-end à Deauville, tout en le regardant manger sa purée insipide d'hôpital. Le contraste était brutal, délibéré. Chloé faisait ce qu'elle pouvait pour contourner leurs ordres. Elle lui glissait en cachette une barre de chocolat, lui murmurait des mots d'encouragement quand personne ne regardait. Une nuit, alors qu'elle faisait sa ronde, elle le trouva frissonnant bien que la chambre soit chauffée. Il avait de la fièvre. Elle alerta l'infirmière de garde qui haussa les épaules. La famille s'a laissé des consignes. Pas de traitement extra sans leur accord. Appelez-les. Chloé composa le numéro d'Amélie. La réponse fut glaciale. De la fièvre? Et alors? C'est un homme, pas un bébé. Donnez-lui un verre d'eau, ça passera. Ne nous dérangez plus pour des bêtises. Chloé raccrocha, écœurée. Elle désobéit aux ordres et alla chercher elle-même des antipyrétiques dans la pharmacie de l'étage. Alors qu'elle administrait le médicament à Victor, ses doigts effleurèrent quelque chose de dur sous son oreiller. C'était un téléphone, un modèle simple et ancien. Elle le regarda, surprise. Un homme, supposé amnésique et confus, avait un téléphone caché. Elle n'eut pas le temps d'y réfléchir, car Victor gémit de douleur, et son attention se reporta sur lui. Le lendemain, Victor se sentait mieux, mais l'incident avait laissé des traces. Il avait compris qu'ils étaient prêts à le laisser souffrir, peut-être même pire, pour arriver à leur fin. Son plan devait s'accélérer. Pendant que Chloé changeait ses draps, un petit portefeuille en cuir tomba de la poche du pantalon de survêtement qu'on lui avait donné. Chloé le ramassa. Il était vide, à l'exception d'une seule carte de visite, coincée dans une fente. Le nom imprimé en lettres dorées était Maître Bernard Antoine, avocat à la cour. Mais ce n'est pas le nom qui attira son attention. C'est l'adresse du cabinet. Avenue Montaigne, l'une des rues les plus chères de Paris. Le sanctuaire des plus grandes fortunes. Pourquoi un homme sans le sou, abandonné par sa famille, aurait-il la carte d'un avocat aussi prestigieux? Elle la remit rapidement dans le portefeuille. Un sentiment étrange s'emparant d'elle. Les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas. L'homme confus, le téléphone caché, l'avocat de luxe. Quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, alors que Victor feignait de dormir, il entendit Amélie et Jean-Pierre entrer dans la chambre. Il pensait qu'il était inconscient. Le médecin a accepté, murmura Jean-Pierre, vibrant d'excitation. Pour une somme généreuse, il va signer un rapport attestant d'une dégradation neurologique rapide. Avec ça, le juge n'aura pas le choix. D'ici la fin de la semaine, nous aurons la tutelle. Amélie gloussa. Parfait. J'ai déjà commandé ma nouvelle voiture, et j'ai vu un sac magnifique sur les Champs-Élysées. Une fois que nous aurons accès à ces comptes, je vais me faire plaisir. Il nous doit bien ça, après toutes ces années à nous faire de l'ombre. Victor serra les poings sous ses draps, le sang bouillant dans ses veines. Il sortit son téléphone secret,
activa l'enregistreur vocal et le laissa tourner, capturant chaque mot empoisonné. C'était la preuve dont il avait besoin. Plus tard dans la nuit, après leur départ, il attendit que le silence soit total. Il devait contacter Maître Bernard. Il alluma le petit écran du téléphone. Il y avait un message non lu, pas un SMS, une notification d'une application bancaire, une application qu'il n'avait jamais vue. Par curiosité, il cliqua dessus. L'application s'ouvrit sans mot de passe. C'était un compte au nom de Chloé Dubois. Son cœur s'arrêta. Pourquoi son nom de famille était-il associé au prénom de Chloé? Il fit défiler l'historique des transactions, des virements réguliers chaque mois, depuis 5 ans, vers une pharmacie spécialisée dans les traitements pour l'asthme, des paiements pour des consultations chez un pneumologue pédiatrique. Et le plus choquant, un virement unique datant de la veille, de 20 000 euros, avec le libellé soutien exceptionnel. Il ne comprenait pas. Il cliqua sur le profil du compte, cherchant une photo, une information. Et c'est là qu'il vit le document joint, un fichier PDF intitulé Acte de naissance. Il l'ouvrit, ses mains tremblant. Le nom de l'enfant était Léo Dubois. Nom du père, Victor Dubois. Ce qu'il vit sur cet écran allait non seulement changer sa vie, mais aussi donner à sa vengeance une signification bien plus profonde et personnelle qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. L'écran du téléphone éclairait le visage de Victor d'une lueur blafarde, figeant son expression en un masque de stupeur totale. Léo Dubois, fils de Victor Dubois. Le monde semblait basculer autour de lui. Son esprit, qu'il avait volontairement maintenu dans un brouillard artificiel, se mit à tourner à plein régime, assemblant les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais su exister. Chloé, cette femme douce et discrète qui lui témoignait tant de compassion. Son fils, Léo, son fils. Il sentit une vague d'émotions contradictoires le submerger, la colère face à ce secret gardé pendant 8 ans, mais aussi une chaleur étrange, une connexion immédiate et puissante avec cet enfant qu'il ne connaissait pas. Il comprit soudain la nature des virements. Ce n'était pas un compte secret appartenant à Chloé. C'était un fonds fiduciaire qu'il avait lui-même mis en place il y a des années, géré par son avocat le plus loyal, Maître Bernard, pour subvenir discrètement aux besoins de son fils. L'amnésie était un mensonge, mais sa propre ignorance de l'existence de Léo était, elle, bien réelle. Chloé ne l'avait jamais contacté, n'avait jamais rien demandé. Elle l'avait élevé seule, dans la dignité et le sacrifice. Il ferma l'application, le cœur battant à tout rompre. Sa vengeance venait de prendre une dimension entièrement nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer son entreprise et de punir la cupidité de sa famille. Il s'agissait de protéger l'avenir de son fils, de rendre justice à la femme qu'il avait élevée dans l'ombre. Il se sentit submergé par une culpabilité immense. Pendant qu'il bâtissait un empire, son fils luttait pour respirer. Pendant qu'il signait des contrats à plusieurs millions d'euros, Chloé comptait chaque centime pour acheter un inhalateur. La rage qu'il ressentait envers sa sœur et son beau-frère se transforma en une fureur glaciale et calculée. Ils n'avaient pas seulement essayé de voler son argent, ils avaient, par leur cruauté, mis en danger la seule chose qui comptait vraiment. Il sortit de son lit, ses muscles endoloris protestant, et se dirigea vers la petite armoire. Il devait trouver un moyen de contacter Maître Bernard, de tout lui raconter, de lancer la contre-offensive. Le lendemain, Amélie et Jean-Pierre revinrent, plus arrogants que jamais. Ils avaient appris que le médecin corrompu avait déposé son rapport. La victoire leur semblait acquise. Jean-Pierre se pavanait dans la chambre, décrivant avec force, détail, le nouveau yacht qu'il prévoyait d'acheter. On l'appellera l'héritage, dit-il avec un clin d'œil à Amélie. C'est approprié, non? Amélie, quant à elle, était absorbée par son téléphone, faisant défiler les Instagram stories de ses amis. Oh, regarde chérie, les Dupont sont à Courchevel. Dès que nous aurons la tutelle, nous irons aussi. Je veux le plus grand chalet. Victor peut bien nous offrir ça, après tout. Victor les observait, son visage toujours vide,
mais ses oreilles enregistraient chaque mot. Il avait placé son petit téléphone en mode enregistrement audio dans le pot de la plante verte près de la fenêtre. Chaque vantardise, chaque parole méprisante était une nouvelle pièce à conviction dans le dossier qu'il constituait contre eux. Pendant qu'Amélie était distraite, son téléphone posé sur la table de chevet vibra. Une notification de WhatsApp apparut sur l'écran verrouillé. C'était un message de leur banquier privé. Virement de 500 000 € effectué depuis le compte de Monsieur Dubois vers votre compte joint comme convenu. Le solde étant maintenant... Le message était coupé, mais c'était suffisant. Victor mémorisa le nom de la banque et du conseiller. C'était une preuve irréfutable de détournement de fonds, facilité par leur accès temporaire en tant que proche aidant. Il devait prendre une photo de cet écran. Plus tard, quand Chloé entra pour lui apporter son repas, il feignit une crise de toux violente, faisant tomber son verre d'eau par terre. Tandis qu'elle se penchait pour nettoyer, le dos tourné, il saisit son téléphone, prit une photo rapide de l'écran de celui d'Amélie et le cacha de nouveau. Chaque jour, il devenait plus audacieux, transformant sa chambre d'hôpital en un centre de collecte de renseignements. Il avait besoin d'un allié à l'extérieur. Il ne pouvait pas tout faire depuis ce lit. Il se souvint de la carte de visite de Maître Bernard. Il devait trouver un moyen de la faire parvenir à Chloé, de lui faire comprendre qu'elle devait l'appeler. L'occasion se présenta de manière inattendue. Jean-Pierre, dans un accès de cruauté, décida de faire le tri dans les quelques affaires de Victor. Il jeta le contenu du petit sac en plastique sur le lit. « Regarde-moi ça. La vie d'un milliardaire réduite à un survêtement usé et un portefeuille vide. C'est presque poétique. » Il ouvrit le portefeuille et la carte de Maître Bernard tomba sur le sol. « Tiens, un avocat. Il ne te servira plus à grand-chose, mon pauvre. » Il la laissa par terre, comme un déchet. Plus tard, quand Chloé vint faire le ménage, Victor désigna la carte du doigt, son visage tordu par un effort simulé. « S'il vous plaît, murmura-t-il, sa voix rauque. Chloé ramassa la carte, intriguée. « Vous voulez que je la garde pour vous ?» Il hocha la tête avec insistance, ses yeux la suppliant. Elle comprit qu'il y avait un message caché. Elle glissa la carte dans la poche de sa blouse, le cœur battant. Ce soir-là, chez elle, après avoir couché Léo, elle regarda la carte. Avenue Montaigne. L'adresse la narguait. Sur un coup de tête, elle chercha le nom de l'avocat sur Internet. Les résultats la firent sursauter. Maître Bernard Antoine n'était pas n'importe quel avocat. C'était le requin des affaires, l'avocat des titans, connu pour ne défendre que les plus grandes fortunes de France. Une photo le montrait aux côtés de Victor lors de l'inauguration d'une usine, les deux hommes riant comme de vieux amis. L'amnésique de la chambre 212 n'était pas un homme ordinaire. Poussée par une intuition, elle composa le numéro inscrit sur la carte. Une voix grave et professionnelle répondit à la première sonnerie. Maître Bernard à l'appareil. Chloé hésita. « Bonsoir, maître. Je m'appelle Chloé. Je suis aide-soignante à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je m'occupe d'un patient, Monsieur Victor Dubois. J'ai trouvé votre carte... » Un long silence suivit, puis la voix de l'avocat changea, devenant plus douce, presque paternelle. « Mademoiselle Chloé, j'attendais votre appel. Victor m'avait dit que si quelqu'un était assez bon pour gagner sa confiance, ce serait vous. Écoutez-moi très attentivement. Victor n'est pas amnésique. Il est en train de mener la bataille de sa vie, et il a besoin de votre aide. Il sait ?» Chloé s'assit, le souffle coupé. Tout s'éclairait d'un coup. Le téléphone caché, le calme étrange dans ses yeux, le complot de sa famille. Elle n'était pas folle. Elle était au centre d'une conspiration. « Que dois-je faire ?» balbutia-t-elle. « Demain, dit l'avocat, ils vont le faire sortir de l'hôpital. Ils vont le jeter à la rue pour prouver son instabilité. Vous devez être là. Vous devez le recueillir. Ce sera la dernière pièce de leur piège, mais ce sera aussi le début de leur chute. » Chloé regarda autour d'elle, son petit appartement, la chambre de son fils. Elle allait accueillir un milliardaire qui se faisait passer pour un SDF.
Sa vie simple et prévisible venait de voler en éclats. Mais en pensant au visage de Victor, à la cruauté de sa famille, elle sentit une nouvelle force l'envahir. Elle n'était plus seulement une aide-soignante. Elle était une alliée. Le moment de la vérité approchait, et elle serait aux premières loges, logées, pour assister à la chute de ceux qui pensaient avoir déjà gagné. Le lendemain matin, le médecin corrompu entra dans la chambre, accompagné d'Amélie et de Jean-Pierre. Il tenait une feuille à la main. Monsieur Dubois, commença-t-il, d'un ton faussement compatissant, après analyse de votre état, nous avons conclu que l'environnement hospitalier n'est plus adapté. Un séjour prolongé pourrait même nuire à votre fragile état mental. Par conséquent, vous êtes autorisé à sortir dès aujourd'hui. Amélie hocha la tête, une expression de tristesse parfaitement jouée sur son visage. Oh, docteur, nous sommes si inquiets. Mais où va-t-il aller? Notre appartement est en plein travaux de rénovation. C'est impossible de l'accueillir dans de bonnes conditions. Jean-Pierre ajouta le coup de grâce. Nous n'avons pas le choix. Il va devoir se débrouiller un peu seul le temps que nous trouvions une solution, une institution spécialisée, peut-être. C'était la dernière pièce de leur plan macabre. Le jeter à la rue, sans argent, sans papier, pour ensuite le faire ramasser par les services sociaux et le faire interner comme un vagabond instable, la preuve ultime de son incapacité. Une heure plus tard, Victor se retrouvait sur le trottoir devant l'hôpital, vêtu d'un survêtement anonyme, un petit sac en plastique contenant son portefeuille vide à la main. Le ciel gris de Paris semblait peser sur ses épaules. Il était officiellement un sans-abri. Alors qu'il commençait à marcher sans but, suivant le flot indifférent des passants, une petite voiture usée s'arrêta à sa hauteur. La vitre se baissa. C'était Chloé. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Montez, dit-elle simplement, sa voix tremblante mais ferme. Maître Bernard m'a tout expliqué. Victor monta sans un mot. Le soulagement qu'il ressentit était immense. Son allié était là. Le trajet jusqu'à son petit appartement du 19e arrondissement se fit en silence. Une fois à l'intérieur, la réalité de la situation frappa Chloé. Elle hébergeait un milliardaire qui jouait le rôle d'un SDF pour démasquer sa propre famille. L'appartement était minuscule, mais chaleureux et impeccablement propre. Des dessins d'enfants étaient aimantés sur le réfrigérateur. Léo, son fils, le regarda avec de grands yeux curieux. « Maman, c'est qui le monsieur ?» Chloé s'agenouilla à côté de lui. « C'est un ami, mon chéri. Il va rester avec nous quelques jours. » Ce soir-là, Victor dormit sur le canapé, le cœur lourd de gratitude et de culpabilité. Il entendit Chloé pleurer doucement dans sa chambre, probablement submergée par le stress et la peur. Il serra les poings. Demain, tout serait fini. Mais Amélie et Jean-Pierre n'avaient pas dit leurs derniers mots. Exaltés par leur succès apparent, ils décidèrent de porter le coup de grâce. Ayant réussi à le localiser grâce à un détective privé, ils débarquèrent le lendemain matin devant l'immeuble de Chloé, bien décidés à créer un scandale public. Ils frappèrent à la porte avec une violence qui fit trembler tout le palier. Quand Chloé ouvrit, ils la bousculèrent passant ainsi pour entrer. « C'est donc ici que tu te caches !» hurla Amélie, sa voix aiguë résonnant dans le petit appartement. Et avec cette profiteuse, cette voleuse d'hommes vulnérables. Des voisins, alertés par le bruit, sortirent sur le palier. Le spectacle était exactement ce qu'Amélie voulait. « Regardez-la !» cria-t-elle en désignant Chloé. « Elle manipule mon pauvre frère malade pour lui soutirer de l'argent. » Jean-Pierre s'approcha de Victor, qui était resté assis sur le canapé, le visage impassible. « Tu n'as pas honte ? Traîner notre nom de famille dans ce taudis !» Il attrapa un cadre photo sur une étagère, un portrait souriant de Chloé et Léo. « C'est ça que tu veux maintenant ? Une vie de misère avec des gens de rien. » Et dans un geste d'une cruauté inouïe, il jeta le cadre par terre. Le verre se brisa en 1000 morceaux. C'est à ce moment que Léo, terrifié par les cris,
sortit de sa chambre. Voyant le portrait de sa mère et lui en morceaux sur le sol, il se figea. La peur et le choc lui coupèrent le souffle, ses petites épaules se soulevèrent, sa respiration devint un sifflement rauque. Il luttait pour chaque bouffée d'air. « Léo, mon Dieu, sa crise !» s'écria Chloé, se précipitant vers lui. « Sa ventoline, vite !» Mais le stress la paralysait. Elle fouillait son sac avec des mains tremblantes, incapable de la trouver. C'est alors que Victor se leva. Le masque de l'homme brisé tomba pendant une fraction de seconde. D'un geste vif et précis, il attrapa le sac de Chloé, en sortit l'inhalateur, l'arma et s'agenouilla devant l'enfant. Sa voix, soudainement calme et autoritaire, emplit la pièce. « Respire doucement avec moi, champion. 1, 2, 3. Expire, encore une fois. » Il administra le traitement avec une compétence et une assurance qui laissèrent Amélie et Jean-Pierre bouche bée. Pendant un instant, ils ne virent plus le vagabond amnésique, mais le PDG redoutable qu'il avait toujours été. La scène entière, l'agression verbale, le cadre brisé, la crise d'asthme avaient été filmés. Non pas par Victor, mais par la sonnette connectée de la voisine d'en face, une petite caméra discrète qui enregistrait tout ce qui se passait sur le palier. C'était la dernière preuve, la plus accablante. Après avoir repris leurs esprits, et voyant que leur public de voisins les regardait avec dégoût, Amélie et Jean-Pierre battirent en retraite, non sans lancer une dernière menace. « C'est la dernière fois que tu nous vois, Victor. Demain, nous présentons le dossier au juge. Tu finiras tes jours dans un asile, et cette femme sera poursuivie pour abus de faiblesse. » La porte claqua. Chloé, en larmes, serrait son fils dans ses bras. Victor se tourna vers elle, son visage redevenu calme. « C'est fini, Chloé. Ils viennent de signer leur propre condamnation. » Il sortit son téléphone secret et composa le numéro de Maître Bernard. « Nous avons tout. La vidéo de la sonnette, les enregistrements audio, les captures d'écran des transferts bancaires, tout est synchronisé sur le cloud. » Il fit une pause. « Lancez la procédure. Convoquez une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour demain matin, 10 heures. Ordre du jour, révélation majeure concernant la direction. » Ce soir-là, l'ambiance dans le petit appartement était étrangement sereine. La tempête était passée et le calme avant la bataille finale s'était installé. Victor aida Chloé à préparer le dîner. Pour la première fois, il parla de son fils, Léo, avec elle. Il lui montra le fonds fiduciaire sur son téléphone, lui expliquant qu'il avait toujours voulu subvenir à ses besoins, même sans savoir comment la retrouver. Les larmes de Chloé n'étaient plus des larmes de peur, mais de soulagement et d'une émotion complexe qu'elle ne pouvait nommer. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, dans leur luxueux appartement de l'avenue Foch, Amélie et Jean-Pierre célébraient. Le champagne coulait à flots. Ils postaient des photos sur Instagram, trinquant à l'avenir et au nouveau départ. Ils étaient si proches du but, si sûrs de leur victoire, qu'ils ne virent pas la notification que reçurent des centaines d'actionnaires et de journalistes financiers, une convocation urgente pour une assemblée qui allait secouer le monde des affaires parisien. Victor regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Il pensait à tout ce qu'il avait enduré, au mépris, à la cruauté. Mais il n'y avait plus de colère en lui, seulement une détermination froide. Le masque allait enfin tomber. Demain, Amélie et Jean-Pierre apprendraient qui il était vraiment, et ils le feraient devant le monde entier. La nuit fut courte et étrangement paisible. Pour la première fois depuis des semaines, Victor ne dormit pas sur le qui-vive, mais d'un sommeil profond, celui d'un homme qui a pris sa décision et qui est prêt à affronter son destin. Il se réveilla avant l'aube, bien avant que Chloé et Léo ne s'éveillent. Le petit appartement était plongé dans le silence, seulement troublé par la respiration régulière de son fils dans la chambre voisine. Il s'assit à la petite table de la cuisine, le visage éclairé par l'écran de son ordinateur portable, un modèle ultra sécurisé
que maître Bernard lui avait fait livrer discrètement la veille par un coursier. Sur l'écran, tous les éléments de sa vengeance étaient méticuleusement organisés dans des dossiers cryptés. Enregistrement audio hôpital, capture d'écran WhatsApp, vidéo sonnette palier, dossier médical falsifié, preuve transfert bancaire. Chaque fichier était une bombe à retardement, prête à exploser et à anéantir le monde de mensonges qu'Amélie et Jean-Pierre avaient construit. Il vérifia une dernière fois que tout était synchronisé sur plusieurs serveurs cloud sécurisés, inaccessibles et intraçables. Le plan était parfait, chaque détail avait été pensé. Pendant ce temps, dans leur somptueux appartement surplombant la Seine, Amélie et Jean-Pierre se réveillaient dans l'euphorie. Pour eux, la bataille était gagnée. La convocation à l'Assemblée générale extraordinaire ne les inquiétait pas. Ils pensaient que c'était une simple formalité, une procédure lancée par le conseil d'administration en panique face à l'absence de dirigeants. Ils comptaient utiliser cette tribune pour asseoir leur autorité, annoncer la triste nouvelle de l'incapacité de Victor et se présenter comme les sauveurs de l'entreprise. Jean-Pierre, déjà en costume, répétait son discours devant le miroir. Mesdames et messieurs les actionnaires, c'est avec le cœur lourd que nous devons faire face à la réalité. Amélie, elle, était au téléphone avec son assistante. Réservez-moi le meilleur coiffeur de Paris. Je veux être impeccable. C'est une journée historique. Et confirmer notre table aux plénitudes pour ce soir. Nous allons célébrer dignement. Leur arrogance était leur plus grande faiblesse. Ils étaient si aveuglés par leur cupidité qu'ils ne voyaient pas le précipice au bord duquel ils dansaient. À 7h du matin, le téléphone de Victor vibra. C'était un message de Maître Bernard sur une application de messagerie sécurisée. Tout est en place, l'équipe technique a le contrôle total des écrans et du système audio de la salle de conférence. Les journalistes financiers les plus influents ont confirmé leur présence. Ils pensent venir pour une annonce de crise, ils assisteront à une exécution publique. J'ai également transmis une copie du dossier au procureur de la République spécialisé dans la délinquance financière. Il attend notre signal. Victor répondit par un simple « reçu ». Il se leva et regarda par la fenêtre le soleil qui commençait à se lever sur les toits de Paris. C'était le début d'un nouveau jour, le dernier de l'ancien monde. Il pensa à son père, un homme dur mais juste, qui lui avait toujours dit « Le pouvoir ne se mesure pas à la hauteur de ta fortune, mais à la solidité de ton caractère. » Il avait laissé sa famille souiller cet héritage. Aujourd'hui, il allait le laver de toute cette saleté. Chloé se réveilla et le trouva dans la cuisine. Un calme impressionnant émanant de lui. Elle avait peur, une peur viscérale pour lui, pour elle, pour son fils. Mais en voyant la force tranquille dans ses yeux, sa propre peur s'apaisa. « C'est aujourd'hui, dit-elle doucement. Il hocha la tête. « C'est aujourd'hui. Et je ne pourrai jamais assez te remercier, Chloé. Tu as été ma seule lumière dans l'obscurité. » Il lui tendit une enveloppe. « Quoi qu'il arrive, ceci est pur. Léo, c'est un acte de propriété. Cet immeuble et les deux autres à côté vous appartiennent désormais. C'est le minimum que je puisse faire. » Chloé secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je n'ai pas fait ça pour l'argent, Victor. »« Je le sais, répondit-il. C'est pour ça que tu le mérites plus que quiconque. » Il était temps de se préparer. Il n'allait pas se présenter à l'Assemblée en survêtement. Maître Bernard avait tout prévu. Un chauffeur attendait en bas, avec un costume sur mesure, des chaussures impeccables, tout ce qu'il fallait pour que le roi fasse son retour. Pendant que Victor se préparait, Amélie et Jean-Pierre jouaient leur dernière carte, sans même savoir qu'elle se retournerait contre eux. Voulant s'assurer que Victor ne puisse en aucun cas interférer, Jean-Pierre appela le médecin corrompu.
La conversation mise sur écoute par les enquêteurs privés de Maître Bernard fut enregistrée. Docteur, je veux que vous soyez prêt à témoigner par visioconférence, si nécessaire. Confirmez simplement que son état est irréversible et qu'il représente un danger pour lui-même. Nous vous serons bien sûr très reconnaissants. Le médecin, avide, accepta sans hésiter. C'était la dernière pièce du puzzle, la preuve de la corruption et de la subornation de témoins. Le dossier était désormais complet, blindé, irréfutable, l'ironie était cruelle. Dans leur tentative de clouer le dernier clou du cercueil de Victor, ils venaient de creuser leur propre tombe. 9h30. Victor était prêt. En se regardant dans le petit miroir de la salle de bain de Chloé, il eut du mal à se reconnaître. L'homme fatigué et brisé avait disparu, remplacé par une figure d'autorité et de puissance. Le costume sombre lui allait comme une seconde peau. Ses cheveux étaient coiffés, sa mâchoire était tendue par la détermination. Il ressemblait à nouveau au titan des affaires qu'il était. Il se tourna vers Chloé et Léo. Il s'agenouilla devant le petit garçon. Léo, je dois m'absenter pour quelques heures, mais je veux que tu saches que je suis très fier d'être ton père. C'était la première fois qu'il le disait à voix haute. Léo, sentant l'importance du moment, lui fit un câlin maladroit. Chloé pleurait en silence. Victor se releva, embrassa Chloé sur le front. Regardez les informations à 10h, tout ira bien. Il sortit de l'appartement, laissant derrière lui sa nouvelle famille, la raison pour laquelle il se battait. En bas, la berline noire aux vitres teintées l'attendait. Le chauffeur lui ouvrit la porte. À l'intérieur, Maître Bernard l'attendait, un dossier à la main et un sourire de guerrier sur le visage. « Prêt à reprendre votre trône, Victor ?» Victor regarda une dernière fois l'immeuble modeste qui avait été son refuge, plus que jamais. La voiture démarra en douceur, glissant dans le trafic parisien en direction du quartier de la Défense, le cœur battant de la finance française. Dans quelques heures, ce cœur allait s'arrêter de battre pour certains et recommencer à battre plus fort pour d'autres. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. La salle de conférence du siège social de Dubois Industries était pleine à craquer. Le silence était tendu, électrique. Actionnaires, analystes financiers, journalistes spécialisés, tous étaient venus, attirés par la promesse d'une annonce cruciale. Sur l'estrade, sous les projecteurs, Amélie et Jean-Pierre savouraient leur moment de gloire. Amélie, vêtue d'une robe noire sobre et élégante, affichait une mine de circonstance, celle d'une femme de devoir accablée par le chagrin. Jean-Pierre, à ses côtés, se tenait droit, le menton haut, l'air d'un homme prêt à assumer de lourdes responsabilités. Ils étaient les maîtres du jeu, les héritiers désignés d'un empire. Ils ne savaient pas qu'ils étaient les acteurs principaux d'une pièce dont ils n'avaient pas lu le dernier acte. Amélie s'approcha du pupitre, ajusta le micro et laissa un long silence s'installer pour accentuer l'effet dramatique. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, sa voix vibrant d'une émotion feinte. C'est avec une immense douleur, une peine que les mots ne sauraient nous décrire, que je dois vous annoncer une terrible nouvelle. Mon frère, notre fondateur et dirigeant, Victor Dubois, suite à son tragique accident, n'est plus en mesure de diriger cette entreprise. Son état de santé est malheureusement irréversible. Un murmure parcourut la salle. C'était la bombe qu'ils attendaient. Amélie continua, essuyant une larme invisible au coin de son œil. Jean-Pierre et moi-même, en tant que sa seule famille, allons donc assurer l'intérim à la tête du groupe pour préserver son héritage et elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Soudain, les immenses écrans géants derrière elle, qui affichaient le logo de l'entreprise, grésillèrent, s'éteignirent. Un silence perplexe s'installa. Puis, les écrans se rallumèrent, mais l'image avait changé. Ce n'était plus le logo, mais une vidéo en direct, filmée en haute définition. On y voyait un homme de dos,
marchant d'un pas assuré dans les couloirs de marbre du siège social, un homme vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé. La caméra le suivait alors qu'il se dirigeait vers la salle de conférence. Au même instant, les lourdes portes du fond de la salle s'ouvrirent dans un silence de mort, et Victor Dubois entra. Le choc fut total. Un cri étranglé s'échappa des lèvres d'Amélie. Jean-Pierre devint livide, sa mâchoire se décrochant sous l'effet de la stupeur. La salle entière retint son souffle. Ce n'était pas l'homme brisé et confus qu'on leur avait décrit. C'était un titan, le regard d'acier, le port altier, l'aura de puissance intacte. Victor traversa l'allée centrale, sans un regard pour l'audience médusée, monta sur l'estrade et se plaça à côté de sa sœur, qui recula comme si elle avait vu un fantôme. Il prit le micro. Sa voix, calme mais amplifiée par les haut-parleurs, résonna comme un coup de tonnerre. Irréversible. Amélie, vraiment? Bon, dit-il, son regard plongeant dans le sien. Je crois que nous n'avons pas la même définition de ce mot. Il fit un signe discret à un technicien en régie. L'image sur les écrans changea. C'était maintenant la vidéo filmée par la sonnette connectée de la voisine de Chloé. La salle entière vit Amélie hurler, traiter Chloé de profiteuse, et Jean-Pierre jeter violemment le cadre photo par terre. L'humiliation publique, la cruauté gratuite, tout était là, exposé aux yeux de tous. Amélie tenta de balbutier une excuse. C'est un montage, un mensonge. Mais Victor ne lui laissa aucun répit. Un mensonge? Parlons de mensonge. Le son qui emplit alors la salle n'était plus une vidéo, mais un enregistrement audio. La voix d'Amélie, claire et nette, enregistrée dans la chambre d'hôpital. Tu te souviens de papa? Il disait toujours que tu finirais seul. Il avait raison. Puis la voix de Jean-Pierre. D'ici la fin de la semaine, nous aurons la tutelle. Et enfin, la conversation avec le médecin corrompu, la preuve de la subornation. Les visages des actionnaires passèrent de la surprise à l'indignation, puis à la fureur. Les flashs des appareils photo crépitaient, capturant la décomposition des visages d'Amélie et de Jean-Pierre. Ce n'était pas fini. Vous parlez d'héritage, continua Victor, sa voix se faisant plus dure. Parlons de l'héritage que vous avez déjà commencé à piller. Les écrans affichèrent alors les captures d'écran, des notifications WhatsApp, les ordres de virement, les relevés bancaires, prouvant le détournement de 500 000 euros. Les chiffres s'affichaient en rouge sang, accusateur. Jean-Pierre, dans un dernier sursaut de défi, cria « Tu n'as aucune preuve! Tu étais amnésique! C'est elle qui te manipule !» Il désigna un point vide dans la salle, comme si Chloé était présente. « Elle ?» répondit Victor. « Vous voulez parler de la femme que vous avez laissée sans aide pendant 8 ans? La mère de mon fils? S'il avait lâché une bombe auparavant? Il venait de déclencher une explosion nucléaire. » La salle explosa en murmures. Son fils? Victor projeta alors à l'écran l'acte de naissance de Léo Dubois, puis les relevés du fonds fiduciaire, prouvant qu'il avait toujours subvenu à ses besoins, même sans le connaître. Il montra ensuite les factures de pharmacie exorbitantes que Chloé avait dû payer seule. Pendant que vous planifiez l'achat de yachts et de sacs de luxe avec mon argent, cette femme se battait pour que mon fils puisse respirer. Voilà la différence entre vous et elle. Voilà la différence entre la cupidité et l'amour. C'en était trop, Amélie s'effondra sur sa chaise, en sanglots, non pas de remords, mais de défaite. Jean-Pierre, le visage tordu par la haine, tenta de s'enfuir de l'estrade, mais 2 agents de sécurité, postés discrètement par maître Bernard, lui barrèrent le chemin. « Sécurité !» ordonna Victor, sa voix ne tremblant pas. « Raccompagnez madame et monsieur Moreau à la sortie. Des inspecteurs de la brigade financière les attendent dans le hall pour une conversation approfondie. » Sous les huées de la salle et les flashs incessants des journalistes, Amélie et Jean-Pierre furent emmenés, leur monde de luxe et d'arrogance s'écroulant autour d'eux. Une fois le calme revenu, Victor se tourna vers l'audience. Un tonnerre d'applaudissements éclata, une vague de soutien et d'admiration pour cet homme qui avait orchestré sa propre résurrection. Il leva la main pour demander le silence. Cette entreprise a été fondée
sur des valeurs de travail, d'intégrité et de respect, des valeurs que certains ont oubliées. Aujourd'hui, nous tournons la page. Il se tourna vers l'entrée de la salle. Et pour commencer ce nouveau chapitre, j'aimerais vous présenter la personne qui incarne le mieux ces valeurs. Les portes s'ouvrirent à nouveau. Chloé entra, timide mais la tête haute, tenant la main de Léo. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle n'était plus une simple aide-soignante. Elle était le symbole de la bonté et de l'intégrité qui avait triomphé de la noirceur. Victor descendit de l'estrade, s'approcha d'elle et la prit dans ses bras sous un nouveau tonnerre d'applaudissements. La vérité avait enfin éclaté, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. L'onde de choc de l'Assemblée générale se propagea à la vitesse de la lumière. Avant même que les portes de la salle de conférence ne se referment, les smartphones des journalistes diffusaient déjà la nouvelle. Le hashtag #Justice pour Dubois devint viral sur Twitter en moins d'une heure. En cours, les vidéos de l'humiliation d'Amélie et de l'intervention héroïque de Victor furent vues des millions de fois. Le monde entier découvrit l'histoire de ce milliardaire qui avait orchestré sa propre chute pour révéler la vérité. Les conséquences pour Amélie et Jean-Pierre furent quint aussi rapides que brutales. Arrêtés à la sortie du bâtiment, ils furent placés en garde à vue. Le dossier monté par Maître Bernard était si solide, si accablant, que leur sort fut scellé en quelques jours. Accusés de tentatives d'escroquerie en bande organisée, de détournement de fonds, d'abus de faiblesse et de subornation de témoins, ils furent confrontés à la pleine rigueur de la loi. Leur procès fut l'un des plus médiatisés de l'année. Ils perdirent tout, leur statut social, leurs amis, leur fortune mal acquise. Condamnés à de lourdes peines de prison ferme et à des amendes colossales, ils disparurent de la scène publique, ne laissant derrière eux que le souvenir de leur cupidité et de leur chute spectaculaire. Pour Victor, Chloé et Léo, une nouvelle vie commençait. Victor, après avoir repris les rênes de son entreprise, opéra des changements profonds. Il instaura une charte éthique stricte et créa un fonds de soutien pour les employés en difficulté. Mais son projet le plus cher était la fondation Chloé & Léo. Dotée de plusieurs centaines de millions d'euros, elle devint rapidement l'une des plus grandes organisations caritatives de France, finançant des hôpitaux pédiatriques, offrant des bourses d'études aux enfants de familles monoparentales et luttant contre la précarité. Chloé, qui avait d'abord refusé tout rôle officiel, accepta finalement de diriger la fondation, apportant son expérience du terrain, sa compassion et son incroyable sens de l'humanité. Elle n'était plus une aide-soignante luttant pour joindre les deux bouts, elle était devenue une philanthrope respectée, changeant la vie de milliers de personnes. Quant à Léo, il reçut les meilleurs traitements pour son asthme et grandit en étant un garçon heureux et équilibré, entouré de l'amour de sa mère et de ce père qu'il apprenait à connaître et à admirer. Leur histoire personnelle devint un symbole d'espoir. Un an après les événements, Victor et Chloé se marièrent lors d'une cérémonie simple et intime, loin des fastes qu'Amélie aurait tant désirés. Leurs seuls invités étaient leurs amis les plus proches et les familles qu'ils avaient aidées à travers leur fondation. Les photos de leur mariage, où l'on voyait Victor, Chloé et Léo former une famille unie et souriante, firent le tour du monde, non pas comme des images de célébrités, mais comme une preuve que l'amour et l'intégrité pouvaient vraiment triompher. Leur histoire inspira un livre qui devint un best-seller international, puis une série sur Netflix qui battit des records d'audience. Victor et Chloé utilisèrent cette notoriété non pas pour leur propre gloire, mais pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas, voyageant à travers le monde, pour parler de l'importance de la compassion et de la justice sociale. L'immeuble où Chloé avait vécu, celui-là même où Victor avait été recueilli, fut transformé en un centre d'accueil pour les mères des célibataires en difficulté, un havre de paix
portant le nom de « Le refuge de la seconde chance ». Aujourd'hui, 3 ans plus tard, les cicatrices du passé se sont refermées. Victor n'est plus seulement un homme d'affaires, il est un père, un mari et un philanthrope. Il a appris que la véritable valeur d'un homme ne se mesure pas en milliards, mais en actes de bonté. Chloé, quant à elle, a prouvé que la force d'une personne ne réside pas dans sa richesse, mais dans sa capacité à rester digne et bienveillante face à l'adversité. Leur histoire est devenue une parabole moderne, un rappel puissant que la vérité finit toujours par triompher, même si elle doit emprunter des chemins sombres et tortueux. Elle nous enseigne de ne jamais mépriser quelqu'un à cause de son apparence ou de sa situation, car on ne sait jamais quel cœur de roi bat dans la poitrine d'un mendiant. Et surtout, elle nous montre que la patience, le courage et la foi en l'humanité sont toujours, tôt ou tard, récompensés. Le soleil s'est levé après la tempête, apportant avec lui la promesse d'un avenir plus juste et plus lumineux, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qu'ils ont inspirés. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire